J'ai grandi avec la DSi. Étant né dans les années 2000, c'est la première console portable que j'ai eu la chance d'avoir, et j'ai passé de nombreuses années à profiter de son catalogue gigantesque et de ses nombreuses features. Mais étant enfant, je n'avais aucune idée d'à quel point cette machine a été révolutionnaire pour le marché des consoles portables. La DSi renferme une histoire assez hors du commun. Du début de son développement fin 2006 à sa sortie chez nous en 2009, il s'est passé beaucoup de choses en interne. De prototypes ratés à des fonctionnalités fondamentales ajoutées à la dernière minute, la création de la DSi n'aura pas été de tout repos pour la petite équipe en charge de la machine. Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous raconter l'histoire d'une console très importante pour les gens de ma génération, qui aura été le pilier de notre aventure en tant que joueur ou joueuse. Bienvenue dans l'histoire de la Nintendo DSi. Notre histoire commence à la fin de l'année 2006. Nintendo avait sorti quelques mois auparavant une nouvelle version de leur DS, la DS Lite, une console plus petite, plus légère et plus compacte que sa prédécesseur, la DS Tank, qui porte très bien son nom d'ailleurs. Ils décident donc de remettre le couvert pour ajouter une troisième console à la lignée, en faisant appel à la branche Nintendo DED, avec un prototype à rendre pour l'année 2007. Sauf qu'avant de se mettre au travail et de se creuser la tête pour trouver des nouveautés à ajouter dans cette nouvelle machine, il faut prendre en compte que l'objectif de départ avec la DSi n'est pas de réaliser une nouvelle console à proprement parler, mais plutôt une nouvelle version de la DS. C'est une nuance qu'il faut considérer, c'est très important pour Nintendo que cette nouvelle DS puisse se mêler au marché existant. Pour eux, il ne faut pas qu'il y ait trop de différences par rapport aux anciens modèles, il faut qu'on puisse reconnaître au premier coup d'œil qu'il s'agit d'une nouvelle DS et non d'une nouvelle console. La première idée trouvée par l'équipe assez tôt dans le développement, ce sera l'ajout d'un appareil photo, une idée qui s'est avérée comme une évidence pour les développeurs. Comme ils l'ont dit en interview, la DS était déjà dotée de deux sens, le toucher avec l'écran tactile et l'ouïe avec le micro. Donc ajouter la vue comme troisième sens avec un appareil photo leur semblait assez logique. Mais reste à trouver où placer cet appareil photo sur la console. Au début, l'équipe de développement ne voulait intégrer qu'un seul appareil photo, que l'on pourrait faire pivoter, comme certains vieux téléphones à clapet. Mais par souci de taille, de coût de fabrication et surtout par souci de durabilité, cette solution a été écartée. Ils ont donc opté pour deux appareils photo, l'un à l'extérieur qui sert d'appareil photo numérique pour prendre par exemple des paysages, et un autre à l'intérieur de la console, juste à côté du micro, qui sert cette fois à interagir en jeu, comme dans WarioWare Snap par exemple, dont on reparlera plus tard. Et cette fonctionnalité a eu son lot d'idées que Nintendo voulait mettre en place, comme faire un système d'appel vidéo, mais cela n'a pas été concrétisé au final. Une autre idée qui est intimement liée à la première, c'est l'ajout d'un port carte SD, permettant de prendre bien plus de photos ou de stocker bien plus de jeux sur la console. À la base, quand cette idée a émergé et a été proposée, l'équipe de développement était perplexe quant à cet ajout. Ils ne voyaient pas l'intérêt des cartes SD dans le cadre d'une console, et les développeurs de jeux non plus d'ailleurs. Mais c'est Miyamoto en personne qui a forcé la main pour intégrer un port carte SD à la console, en promettant qu'il l'utiliserait. Et c'était au final une très bonne feature de la DSi, puisque les futures consoles ont elles aussi hérité des ports de carte SD, jusqu'à même la Switch avec son port micro SD. En octobre 2007, les plans pour la console sont finis. Les fonctionnalités ont été ajoutées, la tête globale de la console a été dessinée, il est donc temps pour Nintendo DED de faire les premiers prototypes afin de les présenter en interne et ainsi avoir le feu vert pour commencer la distribution de la console. Il est trop tard pour revenir en arrière, ils arrivent sur la fin de la production de la machine. Ils réalisent donc le premier prototype fonctionnel afin de le présenter à Nintendo EAD, mais ce prototype a une petite originalité on va dire, puisqu'on y trouvait deux ports cartouches. Mais pourquoi mettre deux ports cartouches exactement ? En réalité, on ne sait toujours pas aujourd'hui en quoi est-ce qu'avoir deux ports cartouches aurait été utile. Pourtant, il semblait que beaucoup de joueurs et d'internes chez Nintendo trouvaient l'idée cool. Il y avait une véritable demande au sein de l'entreprise pour deux ports cartouches. Mais il y a eu un problème. Lors de la construction du prototype, l'équipe se rend vite compte que la console est beaucoup trop épaisse à cause de ce second port. C'est un parpaing comparé à la DS Lite. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, il est trop tard pour recommencer. La présentation du prototype à Nintendo EAD arrive à très grands pas. Et ce qui devait arriver arriva. La dite présentation fut un échec, 3 personnes sur 10 ayant répondu qu'ils voudraient se procurer la console une fois sortie. Et le développeur en chef de la DSi, Masato Kuwahara, pense même qu'ils ont répondu favorablement seulement parce que les développeurs se tenaient devant eux, et qu'en réalité le ratio aurait plus été d'une personne favorable sur 10. Mais cet échec aurait été bénéfique pour l'équipe. Eux-mêmes n'étaient pas très fans de la console, des plans et du prototype qu'ils avaient réalisé, mais ils se sont seulement dit que sur un malentendu ça pourrait quand même être validé.
Il est donc temps pour eux de repartir à la case départ, dans des délais très serrés, pour espérer avoir cette fois l'approbation de Nintendo EAD. En premier lieu, ils ont simplement retiré le deuxième port cartouche ainsi que le port GBA, leur objectif principal étant d'alléger la machine, n'avoir qu'un port au lieu de 3 aide déjà beaucoup. Ensuite, il fallait affiner le plus de détails possible sur la console. Ils ont commencé par améliorer sa durabilité. Les machines de chez Nintendo sont connues pour être très résistantes, et la DSi ne doit pas déroger à la règle. Ils ont aussi optimisé au mieux le coût de fabrication pour que la console ne coûte pas trop cher, augmenté le volume et la qualité des haut-parleurs, augmenté légèrement la taille de l'écran et mis des revêtements anti-traces de doigts sur l'écran. En bref, ils ont fait de leur mieux pour trouver l'équilibre parfait entre ergonomie, aspect visuel et durabilité. Et après plusieurs mois de travail, une fois le design et le hardware repensés, il est temps pour l'équipe de retourner présenter leur DSi au département de Nintendo EAD. Et cette fois, le résultat fut sans appel. La console a été bien mieux reçue que son premier prototype, et le design a été approuvé. Enfin une victoire pour la petite équipe de Nintendo DED. Mais maintenant que le hardware est finalisé, il est temps pour nos développeurs de laisser la main à l'équipe logicielle, afin qu'ils puissent travailler sur les fonctionnalités internes à la DSi. L'épopée de la machine ne fait en réalité que commencer. La Wii est sortie fin 2006, au tout début du développement de la DSi. Et cette console a été novatrice, elle a amené beaucoup de choses au monde du jeu vidéo, dont une fonctionnalité en particulier qui changera la manière de faire des consoles chez Nintendo. Une fonctionnalité dont la première machine à en hériter a été la DSi. Il s'agit du menu de la console. Parce que oui, même si la GameCube à l'époque avait un menu, c'est bel et bien la Wii qui a défini les codes d'un menu made by Nintendo. Donc quand l'idée de créer un menu pour la DSi a été mise sur la table, quoi de mieux que de faire appel à des développeurs ayant travaillé sur la Wii pour élaborer le menu de la console portable. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, la DSi est en quelque sorte une Wii de poche. Non pas pour son catalogue, même si le fantasme de tout joueur de DSi était de voir arriver des adaptations de jeux Wii sur la machine, mais on peut la considérer comme telle par l'expérience utilisateur qu'elle propose. La Wii et la DSi se ressemblent et se complètent à la fois. D'un côté on a la Wii, une console de salon familiale avec 2 i symbolisant 2 joueurs, et de l'autre on a la DSi, une console portable individuelle et personnalisable avec un unique i symbolisant un seul joueur. C'est un concept que Nintendo appelait MyDS. Voyant que le nombre de DS était inférieur au nombre d'utilisateurs de la DS, leur objectif avec la DSi est que chaque personne dans un foyer ait sa propre console de jeu. Pour ajouter un peu plus d'options pour personnaliser notre DSi, les développeurs ont ajouté au menu une application boutique, avec sûrement la musique la plus mémorable de la machine. Le postulat de base était de faire une application boutique qui puisse proposer des logiciels que l'on n'achèterait pas en magasin physique et donc de les proposer à petit prix. Et on voit qu'Iwata a été assez visionnaire sur ce point-là, puisqu'il a déclaré « Imaginez que nous proposions sous forme de téléchargement et à des petits prix une calculatrice Zelda, une horloge Animal Crossing, des cartes routières pour des grandes villes ou une recréation de Tetris. Je suis sûr que l'on peut créer une nouvelle demande. » La DSi avait donc comme concept de proposer des applications appelées DSiWare qui pourraient la rendre utile voire indispensable au quotidien avec de la personnalisation et des applications disponibles pour quelques euros. C'est un aspect qui a grandement été amélioré avec l'arrivée de la 3DS, mais je ne vais pas divaguer pour l'instant, on en reparlera dans la conclusion. La prochaine étape aura été l'application appareil photo. L'objectif avec un appareil photo designé pour une console de jeu sera de pouvoir utiliser l'application comme un jeu. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas contentés de simplement mettre une fonction photo. Ils ont d'abord implémenté quelques filtres, qui vont de la distorsion à l'effet miroir en passant par l'ajout de graffiti, et un peu après, grâce aux idées données par Miyamoto, l'appareil photo a commencé à prendre la forme qu'on lui connaît. Fonction de superposition, possibilité d'écrire sur les photos, l'ancêtre du face swap, et même la possibilité de stocker les photos sur sa carte SD, comme quoi Miyamoto a bien fait d'insister sur leur ajout. Avec au total 11 filtres disponibles, l'appareil photo de la DSi est très rapidement devenu un véritable jeu à part entière. Et les équipes s'amusaient même avec pendant le développement, les photos qui s'affichent actuellement sont d'authentiques photos prises durant la création de la machine. Aussi, pour mettre d'autant plus en avant l'appareil photo, dans le menu sur l'écran supérieur est diffusée une photo de notre galerie, et on a même la possibilité de prendre des photos directement depuis le menu. C'est bien plus efficace pour mettre en avant l'appareil photo plutôt que d'afficher des fenêtres pop-up au démarrage que personne ne va lire. Après avoir terminé l'application appareil photo, le développement des logiciels internes touchait à sa fin. La console est même arrivée dans la phase finale de son développement logiciel, mais comme pour quasiment toutes les sorties de consoles et de jeux, c'est alors que Miyamoto est arrivé.
Très souvent, il intervient en fin de développement des jeux et des consoles pour se mettre des nouvelles idées bien trop ambitieuses pour le temps qu'il leur reste. Et la DSi ne déroge pas à la règle. Déjà à l'époque de la Wii, il avait réussi à faire intégrer la chaîne Mi en catastrophe, mais j'en parle plus en détail dans ma vidéo sur les Mi. Il est donc allé voir l'équipe logicielle, et les chances c'est à peu près passé comme ça. Les gars, j'ai une idée. Venez, on met un studio son sur la DSi. Je savais que vous seriez chaud. Allez, à dans une semaine les copains. Les développeurs se sont donc mis au travail. À la base, étant donné le peu de temps qu'il leur restait pour implémenter cette application, ils voulaient la proposer au téléchargement via la boutique DSi quelques semaines après la sortie de la console, mais Miyamoto a insisté pour qu'elle soit disponible nativement dès la sortie. Heureusement, il avait plus d'un tour dans son sac, puisqu'il avait déjà beaucoup réfléchi aux idées à implémenter dans cette application, donc le développement ne partait pas de zéro. L'objectif avec ce studio son, c'est de pouvoir proposer une expérience proche des fonctionnalités présentes sur les enregistreurs cassettes. La première chose à avoir été implémentée, c'est l'utilisation de l'écran tactile pour gérer le ton et la vitesse de ce qu'on est en train d'écouter. Ensuite, Iwata s'est chargé d'ajouter la fonction enregistrement, une fonctionnalité qui devait être encore plus complète que ce qu'on a eu au final, puisqu'on aurait dû pouvoir personnaliser le son qui se joue au démarrage de la console. Mais malgré les délais encore une fois très serrés, l'équipe a réussi à intégrer beaucoup de choses dans cette application. Des filtres à poser sur sa voix et même sur des chansons, la possibilité de jouer de la batterie en rythme avec la musique, une quinzaine de visualiseurs audio. C'est assez impressionnant l'investissement qu'ils ont mis dans cette simple application son, qui est l'une si ce n'est la plus complète disponible sur toute console confondue. Et encore une fois, ils ont trouvé des manières très ingénieuses de faire en sorte qu'on puisse s'amuser avec une simple application en surface. Et voilà, on en a plus ou moins fini avec les logiciels intégrés à la DSi. Bien évidemment, je n'ai pas été exhaustif, j'aurais pu parler du navigateur, de la version DSi du PictoChat ou d'autres applications incroyables que Nintendo a sorties sur la machine. Mais maintenant, on va se concentrer sur 3 jeux qui ont marqué le développement de la DSi, à commencer par WarioWare Snapped. WarioWare Snapped est le second WarioWare sur DS, sorti sur la boutique DSi et développé par Intelligent Systems. Et c'est l'un des rares jeux qui est littéralement moins intéressant que son développement. Le jeu est un navet total, avec une vingtaine de mini-jeux disponibles pour plus ou moins 30 minutes de gameplay, dont 20 minutes passées à faire en sorte que la caméra détecte nos mouvements. Bref, ça donne envie. Mais revenons-en à nos développeurs, et plus précisément à Intelligent Systems. En 2007 s'achève pour eux la création d'un petit jeu sans prétention, DS Face Training for Adults, un jeu de gymnastique des muscles du visage sorti uniquement au Japon. C'est un jeu qui a l'air assez de niche vu comme ça, mais qui pourtant contient un accessoire très important, une caméra à brancher sur le port GBA. Cette caméra était utilisée dans le jeu pour vérifier si le joueur réalisait correctement les exercices, et c'est elle qui inspirera Iwata pour concevoir la caméra de la DSi. Nintendo a donc fait appel à Intelligent Systems afin de développer un nouveau WarioWare pour la DS, utilisant cette fois la caméra de la console plutôt que les boutons, puisque ceux-ci étaient déjà familiarisés avec la bidouille de caméra sur DS. Leur première idée pour éviter les soucis de visibilité et, selon eux, pour améliorer le sentiment de vitesse, a été de faire apparaître la main du joueur sous forme d'ombre chinoise, en transparence à l'arrière-plan. Mais lors des premiers tests, ils se sont vite rendus compte que la caméra avait du mal à repérer la main. Pire, en fonction de l'éclairage, des ombres pouvaient même perturber le jeu. Mais à chaque problème sa solution, et pour eux, ça a été de placer un fond noir derrière. Et tant qu'à faire, autant créer un gant pour aller avec. Et puis bon, foutu pour foutu, pourquoi pas vendre le jeu avec le gant et le fond noir? Bon ok, à partir de là, ils ont compris qu'ils allaient trop loin. Donc ils ont réfléchi à mieux, ils ont pensé à capturer le mouvement du pied au lieu du mouvement de la main, ce qui était plus pratique pour tenir la DSi, mais bon à un moment, faudrait savoir s'arrêter. Mais petit à petit, ils ont trouvé un compromis, poser la console et utiliser les mains et le visage pour réaliser des mini-jeux. À ce stade, le jeu s'appelait WarioWare Don't Touch. Intelligent Systems savait à quel point le projet allait droit dans le mur, et ce jusqu'à la fin du développement. Mais c'est alors qu'ils sont arrivés avec une idée pour sauver les meubles du mieux qu'ils pouvaient. Ils ont implémenté le fait d'enregistrer des courts extraits de la personne jouant au mini-jeu pour les montrer à la fin de la partie. L'occasion rêvée pour se moquer allègrement de vos potes en toute impunité, mais aussi de se moquer des développeurs qui n'ont rien trouvé de mieux pour sauver un jeu. Et quel bonheur de voir Iwata s'avancer pour faire un kiss à la caméra, ou danser aussi bien que l'intégralité des introvertis qui regardent cette vidéo. Mentez pas, je vous vois. C'est vraiment l'occasion de rigoler un coup, surtout que les images étaient supprimées une fois la console fermée ou éteinte pour contourner une loi en vigueur au Japon. Donc t'inquiète pas Iwata, ça reste entre nous. Et au final, WarioWare Snapped sort, avec ce parti pris d'un jeu médiocre très court compensé par une pseudo-rejouabilité avec ce système de vidéo prise à l'insu du joueur. Un parti pris qui ne prendra pas du tout puisque WarioWare Snapped a été très mal reçu, comme je vous l'ai raconté plus tôt. Mais bon, assez parlé de navets que personne ne connaît, parlons maintenant de vrais jeux qui ont marqué l'enfance de beaucoup de joueurs.
le programme d'entraînement cérébral. Il y a eu plusieurs jeux de la série, le dernier étant sorti sur Nintendo Switch qui s'appelle Programme Truc Muche là, mais celui qui va nous intéresser c'est Une pause avec entraînement cérébral, le troisième opus de la série. Avec ce jeu, Iwata voulait favoriser les sessions courtes, et c'est en se rappelant d'Earthbound qu'il a eu une idée. Dans Earthbound, après 2 heures de jeu environ, le père de Ness téléphone à son fils et lui conseille de faire une pause. Programme d'entraînement cérébral reprend donc directement cette mécanique en conseillant aux joueurs de prendre une pause. Le jeu va même vous recommander d'arrêter de jouer assez régulièrement puisqu'il est réalisé pour se jouer morceau par morceau. Et on dirait pas comme ça, mais un jeu qui vous demande d'arrêter de jouer, c'est pas commun aujourd'hui, alors imaginez à l'époque. L'objectif des développeurs c'est généralement l'exact opposé. Ils veulent vous garder le plus longtemps possible dans leur univers, et on peut même juger si un jeu est bon avec sa capacité qu'il a de nous garder en haleine au fil de son aventure. Mais c'est un élément qui reste assez logique dans le cadre d'un jeu fait pour être joué 5 minutes par jour. Un autre détail qui n'est pas des moindres, c'est que l'heure est constamment affichée à l'écran. Elle a été intégrée afin de surveiller notre temps de jeu, si par exemple on est dans le train. Le jeu va aussi afficher la durée de chaque mini-jeu avant de le lancer, et grâce à l'horloge interne, on peut ainsi faire une petite partie sans risquer de rater son arrêt. Mais pour que les joueurs aient quand même une raison de revenir, les développeurs ont mis en place un système de calendrier, servant à valider les séances de manière quotidienne. On peut voir que c'est un système qui fonctionne bien et qui a perduré, puisqu'il est toujours utilisé dans les free-to-play récents. Et dernière curiosité à propos de ce jeu, Iwata s'est directement inspiré d'Animal Crossing pour le système de communication. Dans Animal Crossing, les habitants de votre ville vous communiquent le nombre de jours depuis votre dernière partie. C'est une mécanique qui a directement été remise dans cet opus du Dr Kawashima. Opus qui a d'ailleurs été divisé en 2 jeux DSiWare, littérature et sciences, qui sont sensiblement les mêmes jeux avec quelques différences. D'un côté des mini-jeux sur la littérature, et de l'autre côté des mini-jeux sur la science. Et dernier jeu dont je souhaiterais vous parler dans cette vidéo, Flipnote Studio. Le projet est né suite au développement de Super Mario Galaxy. Koizumi et Shimizu, respectivement réalisateurs et producteurs du jeu, décident de créer leur propre équipe pour travailler sur un projet qui deviendra vite Flipnote Studio. Pour eux, c'est l'occasion de prendre des vacances après avoir travaillé sur le mastodonte Super Mario Galaxy. Ils avaient envie de créer une application en réseau, qui puisse être communautaire et qui connectera les gens entre eux, et leur choix de support s'est posé sur la Nintendo DS. Ils ont fait une application toute simple pour commencer, qui permettait de dessiner sur sa DS et d'envoyer le dessin sur sa Wii, suite à quoi Koizumi a vite suggéré d'ajouter un système de feuilletoscope, ou flipbook pour faire plus simple, et 2 jours plus tard, le logiciel était créé. Pour profiter au mieux de toutes les capacités de la DS, ils ont implémenté en une journée le support du micro pour doubler nos flipbooks, et en 3 jours à peine, un prototype fonctionnel de Flipnote Studio est né. L'application s'appelait alors Flipbook Workshop. Reste à implémenter l'idée de réseau que Shimizu voulait tant concrétiser. Il s'est vite rendu compte durant le développement que beaucoup d'internes chez Nintendo, qui n'aimaient pas spécialement dessiner, appréciaient regarder le travail des autres. Il a donc eu l'idée de pouvoir partager ses flipnotes avec la communication sans fil local DS, mais l'idée a vite été abandonnée puisque la portée n'était pas suffisante pour relier des personnes en ligne. Ils se sont donc vite tournés vers la solution logique, utiliser Internet. Sauf que la division de Nintendo s'occupant du développement réseau était déjà occupée par beaucoup d'autres projets. Et c'est alors qu'Iwata a eu l'idée de travailler avec Athena. Mais c'est quoi Athena? Pour faire court, Athena c'est une société japonaise qui propose beaucoup de services liés à Internet. Ils sont donc allés les contacter, et ils ont accepté de travailler avec Nintendo pour créer ce qui deviendra Flipnote Athena. L'idée finale qui a été retenue pour la section Flipnote Athena était un forum sur lequel tout le monde pouvait poster leurs flipnotes et les noter. Pour éviter les embrouilles et les guéguerres de cours de récré, on ne pouvait pas mal noter un flipnote. Mais la solution qu'ils ont trouvée afin de modérer le site était de mettre en place un système de signalement. Les signalements ne peuvent être effectués que par des internautes depuis le site Flipnote Athena mis en place. L'animation publiée n'apparaît d'abord que sur le site internet. A partir de là, tous les internautes peuvent soit upvoter la publication, soit la signaler. Après un certain laps de temps, si la publication n'avait pas été signalée, elle était affichée sur DSi. C'est une technique de modération qui a été très efficace pour protéger les utilisateurs de DSi, et qui ne censurait pas injustement pour autant les publications qui ne le méritaient pas, puisqu'au bout d'un certain temps sans signalement effectué, la publication était finalement visible sur DSi. L'avantage de Flipnote Athena, c'était qu'il a permis de concrétiser d'autres idées pour améliorer le Flipnote Studio de base. Avec Flipnote Athena, on pouvait remixer les créations publiées sur le site, afin de continuer des histoires ou d'ajouter sa pierre à l'édifice d'une jolie animation. Et au final, Flipnote Studio a été un immense succès. Disponible gratuitement en tant que DSiWare, l'application a su se démarquer et au bout d'à peine 6 mois, plus d'1 million de flipnotes avaient été publiés. L'application était même disponible de base sur les DSi XL, aux côtés du Dr Kawashima. Et aujourd'hui encore, des créateurs continuent à créer des animations avec Flipnote Studio. Le plus connu étant sûrement Keke Flipnote, un français d'ailleurs, qui fait un boulot absolument monstrueux avec ce logiciel qui est pourtant aujourd'hui considéré comme un vestige du passé.
Nintendo DSi a été un immense succès. Au Japon, 170 000 exemplaires ont été écoulés en 2 jours à peine, contre environ 120 000 exemplaires pour la DS Tank. 2 mois après la sortie de la machine, elle atteint le million d'exemplaires vendus au Japon. Puis à la fin de sa commercialisation, il s'est vendu dans le monde 28 millions d'exemplaires de la DSi et 13 millions de la DSi XL. Et même si ça reste bien inférieur à la DS Lite qui s'est écoulée à 93 millions d'exemplaires, la DSi constitue plus d'un quart de la totalité des consoles de la famille DS vendues, ce qui est une part non négligeable. La 3DS aura d'ailleurs hérité d'un bon nombre de features de la DSi, que ce soit dans le hardware ou dans le software, ce qui montre l'impact qu'a eu la DSi dans le marché des consoles portables. Nous avons 3 caméras au lieu de 2, un meilleur menu, des options de personnalisation bien plus poussées notamment grâce au thème ou au Nintendo Badge Arcade, sorti en 2014, un meilleur appareil photo, un meilleur studio son, bref, presque toutes les features de la DSi se retrouvent sur 3DS. La famille 3DS aura été le prolongement de ce qu'a été la DSi, notamment grâce à la grande puissance permise par la 3DS. Mais si l'histoire de la 3DS vous intéresse, j'en ferai peut-être une vidéo à l'occasion. Merci à Netcheko pour l'aide à l'écriture de cette vidéo, Krakonix et Spelaka pour les dessins d'illustration, et JJ pour l'aide au montage. Cette vidéo était une épopée à réaliser et j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu.